On a le plaisir de retrouver Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan. Bonjour Thomas. Alors, des marchés financiers, si on fait un point, un zoom global. Alors depuis le début de l'année, les marchés sont en hausse. Forte hausse même. Forte hausse même. Le CAC 40 est en hausse de 12%, 12,5% depuis le début de l'année. C'est une belle hausse à comparer aux moins 10, moins 11 de l'année dernière. Alors c'est une vue un peu en trompe-l'œil parce que beaucoup de gens s'alarment de la remontée des marchés depuis le 1er janvier, mais parce qu'on arrête la pendule au 1er janvier ou au 31 décembre. Finalement, on est revenu là où on avait commencé à dégringoler l'année dernière. Et effectivement, on est quasiment au niveau où on était le 1er janvier 2018. Donc on revient à peu près 15 mois en arrière. Et même avant la chute de novembre, en fait, on était à peu près à ces hauteurs-là. On était même un peu plus haut, en fait. On était monté à 5005, 5550. Donc on est encore un petit peu plus bas, 5-6% en dessous des plus hauts atteints courant 2018. Et depuis quelques jours, la tendance est un petit peu inversée. On sent qu'il y a un peu plus de nervosité sur les marchés financiers. Ils avaient monté pratiquement linéairement en 2 mois, 2 mois et demi. Mais là, maintenant, on sent que cette hausse est finie, en tout cas temporairement. Bon, ça nous amène au sujet. Pourquoi est-ce que les marchés ont rebondi aussi violemment qu'ils avaient baissé? Encore une fois, ce sont les banques centrales qui sont à la manœuvre. Oui, les banques centrales sont à la manœuvre parce qu'au cours du 4e trimestre 2018, il y a eu beaucoup d'incertitudes, beaucoup de nervosité sur les marchés. Et la source de cette nervosité, c'était la crainte d'une récession mondiale. On en avait parlé, la courbe des taux aux États-Unis qui s'était inversée, etc. Donc face à cette nervosité des marchés, face à ce risque de récession, les banques centrales, la Fed au premier plan, mais également la BCE, elles ont décidé de passer à la manœuvre et de modifier leur politique monétaire, de soutenir les marchés, mais également de modifier leur politique de taux d'intérêt pour qu'on puisse relancer la machine économique qui en avait clairement besoin. Et donc, ces politiques très accommodantes des banques centrales, avec des bilans qui grossissent, apportent de la liquidité sur les marchés qui montent. C'est comme une baignoire qu'on remplit avec de l'eau. Ça produit le même phénomène. Et autre phénomène intéressant, et c'est le sujet d'aujourd'hui, les taux d'intérêt baissent en conséquence. Vous nous avez apporté un graphique qui montre ça. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si on le voit là actuellement. On va voir le graphique, on peut oui. peut-être le montrer pour illustrer ça. 0,29% au 25 mars 2019 sur l'obligation d'État français à 10 ans. C'est impressionnant. On était tombé à combien au plus bas? À 0,10 au plus bas. Et depuis 5 ans, on est entre 0,10 et 1,5% maximum. On ne sort pas de ce tunnel qui est assez étroit, qui est assez bas. Depuis que la BCE avait commencé son quantitative easing en 2015. D'accord. Ça a tout un tas de conséquences finalement. Déjà, est-ce qu'on peut durer comme ça? Finalement, on gagne de l'argent, l'État français qui s'endette gagne de l'argent en taux réel parce que l'inflation vient grignoter une partie de ça. Alors pour l'État français qui s'endette, c'est extrêmement intéressant. Ça a un impact sur le déficit public favorablement. On va le voir clairement dans les chiffres. On emprunte à des taux plus bas que ce qui était budgété. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle pour la France et donc pour les Français. Moins de pression fiscale. Dans le contexte actuel, c'est pas négligeable. Sur ce sujet, parce que la pression fiscale, on pourrait en reparler par ailleurs. Mais c'est vraiment une bouffée d'air qui est considérable, qui est bienvenue. Et c'est là tout l'intérêt en fait de ces politiques monétaires. C'est de donner plus d'air aux gens qui empruntent, aux gens qui investissent. C'est vrai pour les États, c'est vrai aussi pour les particuliers, ceux qui veulent acheter un bien immobilier. C'est le moment d'acheter parce que les taux sont vraiment bas et ils vont probablement baisser dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Probablement que les banques vont réviser à la baisse les taux d'intérêt, les taux d'emprunt pour répercuter cette baisse des taux de marché aux clients finaux. À propos des banques, elles peuvent s'en sortir avec une équation de taux aussi basse parce qu'elles sont de plus en plus, leur marge se réduisant, elles sont de plus en plus étranglées, ces banques. Ça, c'est un peu l'effet secondaire négatif de la politique monétaire accommodante de la BCE et de la Fed. Le secteur bancaire est le grand perdant en fait de cette politique-là. Mais ce que je veux dire, c'est pas un vecteur de fragilité, c'est pas un risque dans le système.
Alors, fragilité, non, parce qu'il n'y a pas de risque de solvabilité, il n'y a pas de risque de faillite des banques. Elles sont ultra solvables, elles sont ultra capitalisées. Les ratios réglementaires ont tellement augmenté, elles ont tellement augmenté leurs impôts que le sujet, il n'est pas d'ordre liquide, ce n'est pas un problème de liquidité, ce n'est pas un problème de solvabilité, c'est plus un problème de rentabilité. Donc pour les actionnaires des banques, effectivement, la rentabilité est un peu moins au rendez-vous parce que les résultats sont, les perspectives, les croissances de résultats sont un peu plus faibles à cause de la baisse des taux. Les banques vont devoir trouver, elles ont un vrai challenge, elles vont devoir trouver des relais de croissance pour leurs résultats, comme c'est un challenge que peut avoir n'importe quelle entreprise dans n'importe quel domaine. Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça peut durer finalement ces taux bas? On cite souvent l'exemple du Japon où on vit avec des taux bas depuis des dizaines d'années. Alors ça peut durer, selon moi ça va durer beaucoup, ça dure déjà depuis 5 ans, on l'a dit, ça peut durer encore de nombreuses années. Il y a plein de facteurs structurels qui expliquent ce contexte. On a un contexte qui est globalement déflationniste, le vieillissement de la population, les nouvelles technologies, la mondialisation, même si elle est un peu remise en cause en ce moment par Donald Trump avec sa guerre commerciale envers les États-Unis, envers la Chine et envers l'Europe. La mondialisation est quand même un facteur déflationniste. Donc il y a plein de facteurs qui expliquent que globalement l'inflation sera très très basse et pour la relancer, il faudra qu'on ait des taux bas. Probablement qu'il faudra que la BCE en fasse beaucoup plus encore que ce qu'elle n'a fait jusqu'à présent. On est simplement en train de s'en rendre compte. Est-ce que finalement il n'y a pas une logique, vous parlez du vieillissement de la population, de la démographie, finalement des taux d'intérêt négatifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain sera moins bien qu'aujourd'hui et finalement c'est ce qu'on ressent quand on vieillit? Alors je ne sais pas, c'est surtout que la BCE fait tout pour qu'on investisse. Le problème d'aujourd'hui, c'est un manque d'investissement. Pour faire face au réchauffement climatique, il faut investir pour changer le logiciel de la croissance. Il faut investir, il faut que tout le monde se transforme et pour ça, il faut de l'argent. Et la BCE permet justement ces investissements en donnant aux acteurs économiques de l'argent pas cher. C'est ça l'enjeu qui est aujourd'hui sur la table. Il y a des conséquences aussi, on est dans une émission d'épargne, de patrimoine, de placement qui peuvent concerner aussi les Français directement, ceux qui ont de l'assurance vie notamment. Oui, parce que pour moi, le grand perdant, c'est l'assurance vie, les fonds en euros classiques des contrats d'assurance vie. Et les vieux fonds en euros vont pâtir de cette situation-là. Si la baisse des taux est durable, on va finir par le voir dans les rendements. Pour l'instant, c'est un petit peu masqué parce qu'en réalité, en 2018, on a vu que les taux n'ont pas tellement baissé. Ils ont baissé un petit peu, en fait. Mais il y a une inertie qui est très forte et ça masque un petit peu la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Donc il y a un vrai danger, selon moi, un danger d'ordre systémique. Vraiment, je pèse mes mots parce que les fonds en euros, ça représente plus de 1000 milliards, 1500 milliards d'euros. Donc c'est considérable par rapport au PIB français. Si les taux remontent, il y a un krach obligataire, les obligations que détiennent les compagnies d'assurance seront en moins-value et il pourrait y avoir quelques compagnies qui seraient en difficulté et qui pourraient faire faillite. C'est pas ce que vous anticipez en disant voilà, les taux peuvent rester très durablement très bas en fait. Effectivement, les taux vont rester durablement bas et donc cette situation ne va faire que se dégrader parce qu'ils vont être obligés d'engranger encore pendant quelques années des obligations à des taux bas. Plus ça dure, plus ça rend la situation explosive pour les fonds en euros et pour les compagnies d'assurance. Il faut gérer le problème sur la durée. On a du temps devant nous. Dit autrement, comme les taux risquent de rester bas longtemps, on a du temps devant nous pour gérer cette situation. Je vais poser la question autrement. Si j'ouvre aujourd'hui un contrat en assurance vie, est-ce que je dois le placer en fonds euros? Enfin, comment je fais en fait? C'est toute l'ambiguïté. En fait, les fonds en euros, effectivement, présentent l'avantage d'apporter une garantie en capital, une liquidité, on peut sortir à tout moment. C'est pour ça que ça marche aussi bien, qu'il y a toujours autant de personnes qui se ruent sur les fonds en euros. Mais selon moi, il faut quand même avoir en tête qu'il y a un risque systémique qui est important. Peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, il y a un risque systémique. Donc, je pense qu'il faut bien dire aux gens d'être extrêmement vigilants avec les fonds euros classiques.
Dernière question, qu'est-ce que vous surveillez actuellement par rapport à cet indicateur de taux Rasmot qu'est-ce qui pourrait faire entrer dans un risque de krach obligataire, de remontée des taux? C'est quoi l'indicateur pour vous qui est important? L'indicateur majeur, c'est l'inflation. Qu'on ne voit pas venir depuis 10 ans. L'inflation est toujours très 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 basse. Aux États-Unis, en Europe, l'inflation sous-jacente est à 1%, elle ne décolle pas. Tant que l'inflation est basse, il n'y a pas de risque de krach obligataire en réalité. Merci Jonathan pour ces explications. On se retrouve dans un prochain épisode de Parlons Placement dans un mois environ. Merci, à bientôt. Tout de suite, on va s'intéresser à l'assurance vie justement.